Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là avec nous ce soir dans cette deuxième nocturne chez Henri. Merci d'être là, à nos côtés. Alors ce soir, on va se poser une question tout au long de cette soirée. En mathématiques, où sont passées les femmes ? Pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les disciplines scientifiques et en particulier dans les mathématiques, plus que dans n'importe quel autre domaine ? Pourquoi en France, à 17 ans, une fille sur 2 n'étudie plus les mathématiques contre un garçon sur 4 ? C'est la question qu'on va donc poser pendant toute cette soirée, mais c'est aussi une question qui est au cœur de cet ouvrage, Matheuse, les filles, avenir des mathématiques. C'est un livre hybride, c'est un livre qui est à la fois une enquête sociologique, c'est aussi un livre de mathématiques avec des problèmes à explorer, et c'est aussi un livre féministe que j'ai eu grand plaisir à dévorer. Et parce qu'il est important de comprendre pourquoi ce secteur est si peu féminisé, et pour saisir les conséquences de cette exclusion actuelle des femmes dans ce secteur mathématique, nous avons donc le plaisir de recevoir Clémence Perronnet. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Clémence, tu es sociologue, chercheuse à l'agence Phare, autrice de Matheuse donc, et également de l'excellent ouvrage qui s'appelle La bosse des maths n'existe pas, aux éditions Autrement. Et à tes côtés, Isabelle Gallagher. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Tu es professeure de mathématiques à l'université Paris-Cité, mise à disposition à l'ENS Paris. Et je me présente, je suis Natacha Triou, journaliste, productrice de l'émission La Science CQFD. C'est tous les jours à 16h sur France Culture et je suis moi-même très attachée à la visibilité des femmes dans les sciences. Alors, on peut commencer déjà par poser un problème, femmes et maths. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire sur justement cette disparité de genre, si on a des chiffres de ces inégalités dans le cursus en mathématiques, pour poser le problème? Alors pour poser le problème, moi depuis plusieurs années que je travaille sur ces questions, mon point de départ c'est toujours la comparaison entre la population générale et puis ensuite la population qui fait des mathématiques. Et là, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a une disparition progressive mais certaine des filles dans les filières de maths à partir du moment où en fait les élèves peuvent faire des choix et choisir certaines disciplines plutôt que d'autres. Donc concrètement, ça veut dire qu'au début du lycée général, quand on prend les élèves qui sont en seconde en lycée général, il y a un peu plus de filles que de garçons. Il y a 54% de lycéennes dans le lycée général en France. Si on regarde aujourd'hui qui étudie encore des maths à 16 ans, donc dans le groupe des élèves qui font des maths, il n'y a plus que 40% de filles. Il y en a quelques-unes qui ont disparu. Si on poursuit ensuite les parcours et qu'on regarde au début du supérieur, alors là, avec un seul indicateur qui est les classes préparatoires scientifiques, là, dans ce parcours, j'essaie de voir qui va devenir ensuite chercheur ou chercheuse en mathématiques. Donc on prend ces parcours qui sont les plus fréquents. Les classes prépa, c'est tout de suite moins de 30% de filles. On en a encore perdu un petit peu. Et si on va à l'étape d'après, les grandes écoles, donc par exemple les ENS, Polytechnique, Centrale, etc., là, on tombe à moins de 20% de filles. Donc à chaque étape, en fait, disparaissent une partie des filles. Alors on en parlera peut-être moins ce soir, mais moi je prends toujours aussi le temps de rappeler que c'est pas les seuls qui disparaissent. Il y a aussi une disparition tout à fait similaire, en fait, des personnes qui viennent des classes populaires. Il y a plein de façons de les définir, mais une définition simple, c'est de voir ça comme les personnes qui sont issues de familles où les parents sont ouvriers ou employés. Ça, en fait, c'est exactement le même phénomène. Il y en a à peu près 30% au début du lycée. Il y en a plus que 17% chez celles et ceux qui font des maths à 16 ans. Et après, on tombe sous la barre des 10% dans les études supérieures. Et puis, le dernier gros groupe qui disparaît, ce sont les minorités ethno-raciales. On n'a aucune donnée pour la France, mais on a des données pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis. Même phénomène pour le cas américain, par exemple, on va avoir 17% des lycéens, des lycéennes qui sont noirs, mais on est à moins de 10% chez celles et ceux qui font des maths au lycée, moins de 5% dans les licences de maths ensuite. Donc là, voilà, le constat de départ, c'est la sous-représentation de ces trois groupes. Une autre façon de le dire, c'est d'aller s'intéresser à la fois au sexisme qui existe en mathématiques, mais aussi à l'élitisme et au racisme. Tout ça, ça a des conséquences dans le monde professionnel, mais je pense que tu es peut-être mieux placé pour faire le constat. Oui, parce qu'on arrive comme ça, avec ces chiffres, on arrive quand même à 14% de femmes enseignantes-chercheuses. Et en effet, peut-être que Isabelle, tu peux, peut-être de ton point de vue, non pas de sociologue, mais de ton expérience de mathématicienne, en effet, peut-être témoigner. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir parfois un peu seule dans ce métier, dans cette profession ? Oui, certainement. À plein d'égards. Je suis professeure de mathématiques donc à l'École normale supérieure qui est juste au bout de la rue, là, rue d'Ulm.
Donc les chiffres, là, quand tu as dit 20%, je crois, ou en dessous de 20%, là, en maths, à l'école normale supérieure à rue d'Ulm, quand il y a 4 filles par promo, on est content. Une promo, c'est 50 étudiants, disons. C'est les bonnes années, ça. Donc, je me sens seule parmi les collègues, je me sens seule aussi en salle de classe. C'est-à-dire que je me souviens, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, je me souviens plus. J'aime bien évidemment dire tous et toutes tout le temps, enfin c'est normal. Hein. Et je me suis surprise à dire tous et toutes. Ah ben non, tous en fait. Parce qu'il n'y avait pas de filles en face de moi. Donc voilà, là je me sens un petit peu seule et je pense que c'est un petit peu un cercle vicieux. Je sais que on peut se demander pourquoi est-ce que les filles ne viennent pas si elles sont reçues au concours, hein, parce que c'est ça qui arrive aussi. Elles peuvent être reçues au concours. Je parle d'école normale parce que je la connais. Hein. Elles ne viennent pas. Pourquoi ? Parce que si elles se promènent dans les couloirs du département de maths, elles voient bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et ça donne pas forcément envie de se dire je vais être toute seule. Et une fois qu'elles sont là, elles peuvent se dire mais est-ce que vraiment j'ai le droit d'être là ? Je suis tellement toute seule que peut-être qu'en fait j'ai pas ma place. Et c'est un espèce de cercle vicieux. Donc ça c'est pour ce qui est des étudiantes. Et pour ce qui est des collègues, effectivement, j'ai toujours été en minorité. Alors faut pas exagérer, hein, j'ai jamais été seule. Hein. Il y a des femmes qui font ce métier, heureusement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y en a de moins en moins. Alors pas au fur et à mesure de leur âge, mais au fur et à mesure, disons, qu'on progresse dans la hiérarchie entre guillemets, hein, parce que même en sciences, c'est pas une entreprise, hein, mais il y a quand même des niveaux, des grades. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et donc, plus on monte en grade, moins il y a de femmes. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais je sais pas très bien pourquoi, mais je peux peut-être à l'inverse me dire mais pourquoi est-ce que moi, alors je dis pas que je suis au top du top du top, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai eu de la chance d'avancer assez vite dans la progression de carrière, et c'est parce que j'ai été très soutenue par des collègues hommes qui étaient mon directeur de thèse, par exemple, des gens comme ça, qui m'ont jamais fait penser que peut-être j'avais pas ma place. Et une fois qu'on se dit que en fait j'ai autant ma place que les autres, évidemment on avance aussi vite que les hommes, hein, ça c'est sûr. Ouais, on va voir évidemment hein, comment on explique hein, cette situation-là, et puis aussi parce que on a tous besoin, je pense aujourd'hui, d'un peu d'optimisme, de comment on peut justement dépasser ce problème-là. En attendant, les maths, c'est donc la discipline la moins féminisée de l'université française, mais ça concerne pas que la France aussi. C'est ce que tu montres également dans cet ouvrage. Oui, alors on a des particularités en France. Il y a le fait que les maths ont vraiment la palme. Toute discipline confondue à l'université, c'est la pire. La physique est pas loin derrière, mais quand même, les maths ont la palme. On a une autre particularité française qui est assez intéressante, qui est qu'on est le pays où les inégalités sociales, de classe sociale, sont les plus fortes. Mais pas les inégalités de genre. Les inégalités de genre, on va dire qu'on est à peu près comme tous les autres pays. Et c'est un phénomène qui est vraiment international, cette sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques. Alors, il y a des variations selon les pays qui sont toujours assez difficiles à démêler parce que la plupart du temps, quand on a un pays qui a l'air d'avoir une grande réussite dans la place que les femmes y occupent en sciences, en fait, c'est davantage parce que la filière scientifique qu'on regarde n'est pas considérée de la même façon, n'est pas exactement la même que celle qu'on regarde par exemple en France. C'est le cas, pour vous donner un exemple très concret, des licences de mathématiques au Portugal ou en Italie, qui sont très féminisées. Alors malheureusement, c'est pas du tout parce que au Portugal et en Italie, ils ont résolu le problème et ils seraient avec des super licences de maths féministes qui accueilleraient les filles. Ça s'explique entre autres parce que leurs licences mènent beaucoup plus que les nôtres vers les postes de professeurs de mathématiques dans le secondaire qui sont très féminisés dans tous les pays, que ce soit le Portugal, la France ou l'Italie, alors que nous, notre système fait que les personnes qui veulent devenir professeurs de maths dans le secondaire peuvent aller dans d'autres filières, et notamment toute la filière sciences de l'éducation et MEF. Donc on n'a pas exactement les mêmes parcours et ça peut expliquer des variations. Donc il y a des variations, oui, mais il y a quand même aussi un constat global qui est massif, qui est la sous-représentation des femmes en sciences dès que ces sciences permettent d'accéder à des carrières ou à des postes prestigieux partout dans le monde. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on peut se dire, cette sous-représentation, pourquoi c'est un problème ? Non, mais c'est une très bonne question, celle des enjeux. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se poser le problème et d'essayer d'agir pour le résoudre ? Il y a plein de façons de répondre à cette question. Selon qui on est, d'où on vient, comment on se positionne et quels sont les enjeux qu'on voit le plus. Une façon de répondre à cette question, qui est beaucoup utilisée, c'est de dire qu'on a besoin. On a besoin de scientifiques, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de personnes qui créent du savoir et l'alimentent.
Et que, mine de rien, quand il y a si peu de femmes, c'est bien dommage parce qu'on se prive de l'intelligence, des capacités et puis de tout ce que pourrait faire, en gros, la moitié de la population. Ça, c'est un argument qui est extrêmement utilisé dans les politiques publiques, par l'éducation nationale, mais aussi à l'échelle européenne, ça a beaucoup porté les enjeux de la politique scientifique européenne. Moi, je dois dire que c'est un enjeu qui existe et qui est vrai, mais que je trouve pas le plus convaincant, parce que j'ai toujours un petit peu ce problème de considérer les êtres humains comme des ressources qui vont pouvoir faire avancer, faire progresser. Souvent, ça amène à avoir des phrases du genre le vivier féminin est sous-exploité. Il y a un petit côté, il y a un petit côté gisement de minéraux que je trouve assez déplaisant, parce que c'est une façon, mais qui est un argument valable. Et donc pour moi, il y a quand même deux autres arguments qui me semblent bien plus intéressants. Et il y en a un que peut-être Isabelle pourra rebondir. Il y a quand même une question majeure de justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non et qu'on le regrette ou non, les mathématiques, ça a une place privilégiée dans notre système scolaire et puis dans notre système économique. Quand on fait des études de mathématiques et qu'on y réussit, ça nous garantit déjà d'être considéré comme une personne intelligente. Il y a un grand jugement qui est fait sur les capacités en maths pour l'intelligence. Et puis, et on le sait, quand on fait les études d'insertion des étudiants et des étudiantes, avoir fait des études de maths, ça permet d'être mieux inséré dans le milieu du travail, de mieux gagner sa vie. Pour le dire simplement, ça donne accès à des situations de pouvoir et des situations dans lesquelles on est en bonne posture. Donc là, il y a quelque chose de très injuste que tous les groupes dont on parle depuis le début n'aient pas accès autant que les autres, en fait, à ces situations intéressantes, valorisantes et qui permettent de bien vivre. Et puis, le dernier argument, c'est vraiment un argument scientifique. Et moi, c'est celui qui m'a convaincu au départ et qui m'a lancé dans cette voie. C'est le constat que quand on a des scientifiques qui sont pas diversifiés, qui sont très homogènes, qui sont quasiment tous des hommes blancs et tous des hommes blancs issus des milieux privilégiés, ça réduit de beaucoup l'imagination qu'on peut avoir quand on pratique les sciences, et ça, en fait, nous amène à faire de moins bonnes sciences, à produire des savoirs qui vont être moins imaginatifs, qui vont être tronqués, qui parfois vont être même faux, parce qu'il y a quand même toujours cet ancrage social et historique de la construction des sciences qui fait que, oui, qui on est en tant que scientifique, ça a un lien avec ce qu'on fait. Alors c'est très débattu. Alors c'est très débattu chez les scientifiques en maths ou en physique. Les sociologues ont réglé la question depuis très longtemps et il n'y a pas de débat sur le fait que oui, les scientifiques sont des êtres humains et des êtres sociaux comme les autres. Donc oui, ils viennent avec leur rapport au monde, leur rapport aux politiques et ça influence les sciences. Et c'est là que c'est aussi très important parce que ça change les sciences qu'on fait, ça change leurs applications. Et on a plein d'exemples de ça. En médecine et ailleurs, notamment sur le moins bon traitement des femmes, et dans leur prise en charge, dans la santé, et dans leur réception des médicaments. On a plein d'exemples de ça aussi avec ce qui sont plutôt des applications, des maths et de l'informatique. Vous avez forcément entendu parler des biais de l'intelligence artificielle, et ça, je parle très mal dans le micro, je suis désolée, et ça, c'est quelque chose qui découle directement de l'absence des femmes dans ces domaines. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Je suis complètement d'accord. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une façon féminine ou masculine de faire des maths. Ça, je ne pense pas. J'en sais rien, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, chacun a sa façon de faire des maths. C'est pas... Mais par contre, les applications, certainement, par exemple en économie, il y a quand même, c'est une vision souvent très masculine des choses. Donc, s'il n'y a que des hommes qui appliquent les mathématiques, les champs d'application seront évidemment biaisés par nature. Donc, je crois que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On se prive de la moitié de la population si on voit ça du côté utilitariste de la science. La moitié de la population n'a pas accès à certains métiers, c'est complètement anormal. Et puis en plus, effectivement, les métiers se sclérosent. Et c'est aussi un problème pas seulement de genre, mais aussi, on en a parlé un petit peu, de diversité en général. Si tous les mathématiciennes viennent de la même école, la même grande école, qui elle-même vient de la même classe préparatoire, qui elle-même vient du même lycée, ça commence à être un petit peu embêtant pour les maths en général, et pour la science. Donc voilà, la diversité à tout point de vue, c'est fondamental pour que ça avance, donc quelle que soit la discipline, je pense. J'ai reçu à mon micro, il n'y a pas si longtemps que ça, une grande dame de la cryptographie qui s'appelle Anne Canto et qui me rappelait l'importance justement de la diversité dans la fabrication des savoirs et qui me citait par exemple Enigma, cette machine, la machine nazie qui a réussi à être décryptée parce que dans son équipe, il y avait tout un tas de profils différents et que l'importance de la diversité justement dans la fabrication des sciences était quelque chose qu'elle défendait elle-même. Mais alors,
sur justement ce manque de diversité. Quelles sont les pistes que tu as repérées, Clémence? Parce que tu as une approche très bourdieusienne, pas facile à dire à chaque fois, pour expliquer justement ce problème-là de disparité. Alors pour moi, l'enjeu, pour essayer de comprendre le problème de départ, c'était qu'est-ce qui fait que certaines d'entre nous se mettent à aimer les maths et les sciences et pas d'autres, et comment on explique les disparitions dont on parlait au début, qu'à chaque étape, des personnes disparaissent. Et effectivement, pour comprendre ça, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Il se passe beaucoup de choses du côté de la famille, et il y a toute une exploration à faire de comment est-ce que la famille va transmettre le goût, mais aussi des capacités, mais aussi en fait plein de capitaux liés aux sciences. Alors si vous vous demandez comment ça se passe, j'ai une anecdote qui m'a marquée, dont je me souviendrai toujours. J'ai fait des observations au CIRM, qui est le Centre international de rencontres en mathématiques, qui est un lieu très important de rencontres, de séminaires et de recherche pour les mathématiciens et mathématiciennes. On est logé sur place, donc ça fait qu'il y a des familles qui viennent parfois. Et alors j'avais déjà fait toutes ces études, donc je le savais déjà, mais on peut voir au CIRM des parents mathématiciens et mathématiciennes avec leurs enfants, et donc la transmission familiale, ça va être qu'à 1 an et demi, le bébé est littéralement assis sur le jeu d'échecs. C'est voilà, parce que il y a le jeu d'échecs, on est au CIRM, il y a des maths partout, les enfants sont là, donc c'est caricatural et anecdotique, mais mine de rien, la fréquentation qu'on peut avoir des sciences et des mathématiques dans la famille dès le plus jeune âge, c'est massif pour que ça nous semble intéressant, mais aussi pour apprendre plein de capacités. Et dans tout ça, bien sûr, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier de rappeler comme point de départ, qui est que on sait que tout ça n'est pas naturel. Parce qu'effectivement, voilà, c'est vraiment un point qui est très important. On sait que tout ça n'est pas inné. C'était le titre du premier livre, La bosse des maths n'existe pas. Donc on ne naît pas bon ou moins bon en mathématiques. Et les capacités qu'on acquiert, elles sont acquises par l'entraînement. Donc être assis sur un jeu d'échecs sur un échiquier à 1 an et demi, c'est une forme d'entraînement finalement. C'est une façon par laquelle on va acquérir de la familiarité, mais aussi de l'aisance ensuite. Donc il y a après plein de petites pratiques. Je pense dans les enquêtes que j'ai faites, j'ai beaucoup vu par exemple du jeu de calcul mental, du jeu avec les chiffres. Et c'est des choses qu'on oublie tant qu'on met pas le doigt dessus. Et ça, par exemple, dans les enquêtes sociologiques par entretien, les enquêtes qualitatives, c'est vraiment comme ça qu'on attrape ça, c'est en parlant très longuement avec des personnes, dans mon cas avec des enfants, des adolescentes, et puis quelques adultes, et en leur demandant, mais essaye de te souvenir, qu'est-ce qui se passait quand tu étais petite, quand tu étais jeune, qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait avoir un lien avec les maths et avec les sciences. Et c'est seulement quand on va chercher que ressurgissent des choses du genre, bah oui, à chaque fois qu'on faisait un trajet en voiture, mon père ou ma mère me faisait des exercices de réflexion, des exercices de calcul, me montrer des choses, m'amener visiter un lieu, me donner un livre, etc. Tant qu'on n'y pense pas, en fait, on a oublié, c'est devenu aussi notre quotidien, et ça peut donner l'illusion qu'on a toujours été comme ça, et qu'on a parfois même pas besoin de faire d'efforts. Donc il y a toute la famille, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré. Mais je vais peut-être faire une petite pause avant d'amener les autres facteurs. Mais parmi les autres facteurs dont on peut parler aussi, il y a tout ce qui se passe à l'école. Et moi, ce qui m'a beaucoup importé aussi, c'est tout ce qui se passe dans la culture scientifique, via des lieux comme celui dans lequel on est. Donc tout ce qui se passe à l'école, mais aussi en dehors de l'école, dans les rapports aux sciences et aux maths. Et puis s'il y a peut-être, je donne des pistes pour la suite de la discussion, mais s'il y a peut-être un sujet moi qui me tient à cœur, c'est de montrer comment tout au long de ces parcours, les filles et les femmes, elles vivent aussi énormément de violences qui vont les exclure très directement. Et avec là un argument très fort qui est de dire c'est pas elles qui n'y vont pas, c'est pas elles qui n'osent pas, c'est pas elles qui ne s'intéressent pas, mais c'est que en fait, elles sont vraiment et activement découragées et exclues et discriminées dès qu'elles sont présentes. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder. Isabelle, par rapport justement à cet héritage culturel des mathématiques, comment, toi, de ton vécu, tu as pu aussi vivre ça? J'avoue. Mon père était scientifique, ingénieur, et c'est s'est passé exactement ce que dit Clémence. Un jour, je discutais avec une sociologue qui écrivait un livre et qui me posait des questions, qui me travaillait, et je me suis souvenu qu'effectivement, quand j'avais 3 ou 4 ans, un jeu que mon père aimait me faire faire, c'est me dire 2 plus 1, ça fait combien, et puis 3 plus 1, et puis 3 plus 2, et j'adorais ça, et c'était le grand jeu du samedi matin pendant la classe matinée. Donc, oui. Et là, quand tu parlais, je me suis dit, oh là 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 là, dans la voiture, avec mes enfants, c'est vrai.
Je leur ai fait dire, mais si Paris et Lyon, c'est machin, alors à quelle vitesse on va, etc. J'avoue. Mais on fait comme, enfin, on est comme on est. Hein. J'ai 3 enfants, il y en a une qui est littéraire. Heureusement, la dernière, on a enfin réussi à notre pari, mais les deux grands sont scientifiques. Et oui, c'est comme ça quand on est dans ce milieu. Et c'est vrai pour beaucoup de métiers, hein, quand même. Je pense que les parents transmettent quand ils... Voilà. La question après, tu m'as dit. Non, c'était vraiment. Voilà, c'est juste ça. On parlait d'héritage culturel. Il y a complètement. quelque chose qu'on peut préciser aussi ensemble par rapport à cette enquête sociologique, c'est comment la méthodologie que tu as appliquée, c'est que tu as quand même fait un terrain dans une association particulière qui s'appelle les Cigales, avec 45 témoignages de jeunes femmes de 16 ans qui ont toutes choisi SPEMAT, 4 heures de maths par semaine, qui en font même pendant les vacances, donc ont une vraie passion des mathématiques, et c'est à partir de ces témoignages que tu as travaillé. Oui, pour préciser un petit peu tout le travail qui est restitué dans ce livre. Donc, moi, j'avais fait une enquête précédente dans ma thèse sur les enfants. Donc, c'était vraiment les rapports aux sciences des enfants. Et parce que j'avais fait ce travail sur les rapports aux sciences des enfants, j'ai été contactée par une chercheuse en mathématiques qui s'appelle Olga Paris-Romaskevitch, parce qu'avec plusieurs chercheurs et chercheuses des labos de maths et d'informatique d'Aix-Marseille, ils avaient commencé à organiser des stages pour les adolescentes de 16 ans qui s'intéressaient aux mathématiques. Et c'était des stages qui avaient la particularité d'être en non-mixité. Donc ça veut dire qu'ils invitaient à chaque fois une vingtaine de filles de 16 ans pendant une semaine au fameux CIRM, donc ce lieu de rencontre en mathématiques. Et pendant une semaine, ces filles qui étaient donc volontaires pendant leurs vacances, le matin, elles faisaient 3 heures de mathématiques assez intenses de type recherche, donc pas les maths comme elles pouvaient les faire à l'école, mais plutôt des maths comme le plus proche possible de ce que peuvent faire des chercheurs et des chercheuses en mathématiques. Et puis l'après-midi, elles faisaient du sport et elles rencontraient des femmes ingénieurs, des mathématiciennes, etc. Et donc Olga Paris-Romaskevitch, qui avait eu connaissance de mon travail précédent, m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas venir voir nos stages ? Parce qu'on fait tout ça, mais déjà on a du mal à défendre le projet. Dès qu'on dit qu'on fait des stages non mixtes pour les filles en maths, on a des résistances. On nous dit que c'est peut-être pas très juste, pourquoi on n'ouvre pas aux garçons ? On a des doutes sur est-ce que ça fonctionne, on est plein de bonnes intentions, mais est-ce qu'on arrive à encourager ces filles à faire des mathématiques grâce à nos stages. Et donc grâce à cette sollicitation, j'ai pu monter une enquête de sociologie embarquée. Alors, j'ai prévenu les collègues, j'avais dit, ils m'ont pas prise au sérieux du tout, je leur ai dit, vous savez, faire venir une sociologue chez vous, c'est vraiment la louve dans la bergerie, ils ont ri. Bon, je sais pas ce qu'ils en pensent aujourd'hui, mais j'avais prévenu. Et ça m'a permis d'aller faire une enquête de terrain qui mobilise tous les outils qu'on a en sociologie quand on fait de l'enquête empirique, parce qu'on fonctionne toujours comme ça, on a le problème et ensuite on va vraiment travailler avec des matériaux de terrain. Ça veut dire de l'observation, donc les fameux stages, on a observé avec une collègue doctorante, enfin qui est maintenant est doctoresse, mais qui à l'époque finissait sa thèse, Alice Pavy, qui est venue avec moi. Donc pendant 2 semaines, on a passé tout le temps, comme si on faisait partie du stage, avec les ados, avec les chercheurs et chercheuses qui les encadraient, toute la journée, à observer toutes les interactions, tout ce qui se passait, ce qui se disait, aussi entre les filles et puis elles et les adultes. On a fait des entretiens, donc les entretiens individuels. On a rencontré 45 adolescentes de 16 ans pendant à chaque fois entre 1 heure et 2 heures. On leur a parlé de leur famille, bien sûr, parce qu'on a essayé de comprendre ce qui venait de la famille, mais aussi de tout ce qui se passait pour elles à l'école, de comment elles avaient choisi de continuer les mathématiques. À ce moment-là, c'était juste après la réforme, donc en fait, elles étaient devenues minoritaires. Elles faisaient partie des filles qui étaient encore en maths à 16 ans, contrairement à beaucoup de leurs camarades. Donc, qu'est-ce qui les avait amenées là ? Et puis ensuite, on avait plein de questions pour voir si elles se projetaient vers la suite. Et surtout, est-ce que c'était l'intention quand même des collègues chercheurs et chercheuses d'Aix-Marseille ? Est-ce que certaines pourraient devenir mathématiciennes ou travailler dans des métiers en lien avec les mathématiques ensuite ? Donc l'observation, les entretiens, puis on avait des petits questionnaires aussi à la fin du stage, mais dont je parle moins en général. Et donc une méthodologie assez complète. Et c'est tout ça qui a donné lieu à ce livre-là, Matheuse, avec... Une fois qu'on avait fait cette enquête, on s'est dit que ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir aussi dire tout ce qu'on a appris aux adolescentes elles-mêmes, parce que c'est vraiment le cœur de ce travail, et donc comment restituer. Et puis comment restituer aussi aux chercheurs et aux chercheuses, ayant fait le constat que la connaissance sociologique des jeunes filles de 16 ans et des chercheurs et chercheuses en mathématiques était à peu près similaire. On s'est dit, voilà, on peut faire un double public avec ce livre-là pour initier tout le monde et puis pour donner les résultats de ce travail. Et ce qui ressort de ces témoignages sur ces 45 jeunes filles, c'est que quand même, il y a une sous-estimation qui est très intégrée par ces lycéennes de leur propre intelligence et de leur propre capacité en mathématiques.
Enfin, ça, c'est une des choses qui m'a sauté aux yeux à la lecture. Mais... Ça, c'est quelque chose qu'on savait en arrivant, que l'absence des filles en maths, notamment, mais en sciences aussi, elle est très, très souvent expliquée par l'autocensure. Ou par... alors, c'est marrant parce qu'on dit autocensure plutôt pour les jeunes, et quand c'est les adultes, on va dire syndrome de l'imposteur. Voilà, donc le terme change, c'est quand même plus ou moins exactement, on décrit la même chose, c'est-à-dire cette idée que les filles et les femmes, elles se bloqueraient toutes seules. Elles n'oseraient pas, elles n'iraient pas. C'est des discours qui sont très présents, mais c'est aussi des choses que on a montrées via des enquêtes sociologiques, des enquêtes en psychologie ou en économie. Donc on a plein de résultats en sociologie et en sciences de l'éducation qui nous montrent que à performance égale, parce que les performances dans le système scolaire des filles et des garçons sont parfaitement comparables en mathématiques et en sciences, elles sont pas moins bonnes, pour le dire plus simplement. À performance égale, les filles ont tendance à dire qu'elles sont moins bonnes, qu'elles y arrivent moins bien, qu'elles ont plus de difficultés. Donc on observe en effet un rapport aux sciences et aux maths qui est plutôt sur le mode de l'autodépréciation et de je vais pas y arriver, je suis pas bonne. Et pour moi, c'était vraiment un énorme problème qu'on s'arrête là. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit le problème des filles en maths, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles, et le problème, s'il y a si peu de professeurs, c'est parce qu'elles n'osent pas continuer leur carrière. Bon, super. Et c'est quoi la solution ? C'est qu'elles osent. Et voilà. Mais on rit, mais en même temps, c'est quand même le socle de plein d'interventions. Où on réunit des filles et des femmes, et puis on leur dit « Allez !» Et elles disent « Oui, merci. Si c'était ça, j'aurais pas pensé à oser. » Ça suffit pas, évidemment. Et ce qu'on a constaté en rencontrant les ados, c'est à quel point, effectivement, elles avaient complètement intégré tous ces discours de vous vous autocensurez, vous mettez des bâtons dans les roues toutes seules, et aussi beaucoup, alors qu'elles étaient super fortes. Là, on a vraiment la crème de la crème des lycéennes en mathématiques qui sont dans le stage de maths pendant leurs vacances et compagnie. Une surreprésentation assez impressionnante des filles de profs de maths, d'ingénieurs, de profs des écoles, donc un effet aussi de l'héritage familial. Et les unes après les autres, elles nous disaient « Mais moi, non, effectivement, j'ai pas confiance en moi, je doute. » Je suis stressée, je suis anxieuse, et puis on les voyait, on a passé une semaine avec elles, on a pu voir l'anxiété, le stress, et voir des marqueurs de tout ça. Et là, avec ma collègue Alice Pavy, on se disait, mais c'est pas possible, elles sont brillantes, objectivement, tout va bien pour elles, elles vont réussir, c'est sûr, elles sont là avec leur 19 de moyenne en maths en première. Comment ça se fait que même elles sont à ce point sur ce mode de l'autodépréciation, de je vais pas y arriver, je suis pas bonne, etc. Et en creusant, on a vraiment pu mettre en évidence que y avait plein d'interactions extrêmement violentes que ces jeunes filles elles rencontraient tout au long de leur parcours scolaire, mais aussi dans leur cercle familial. Et en creusant, on a mis en évidence l'existence vraiment de violences sexistes qui étaient à la fois présentes partout et tout le temps pour elles, mais qu'elles ne voyaient pas, qu'elles n'identifiaient pas comme telles. C'est-à-dire qu'on a posé, c'est souvent le cas dans les enquêtes en sciences sociales, on fait ça en 2 temps. D'abord, on demande, quand on essaye de voir s'il y a de la violence ou des discriminations, par exemple, là, on leur a demandé, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous vivez du sexisme ? Et la plupart d'entre elles ont dit, non, ça va. Non, franchement, ça va. Bon, il y a des blagues de temps en temps, mais pas tant que ça. Ou non, vraiment, ça va, c'est pour rigoler. Donc, cette même réponse est revenue des dizaines et des dizaines de fois. Et ensuite, on pose une deuxième question qui est, mais est-ce que tu as vécu cette situation en particulier ? Où on rebondit sur ce qu'on a eu avant dans l'entretien, et là, on va dans le détail aussi de tout ce qui est, de tous les actes qui sont qualifiés par la loi comme des violences sexistes. Donc, est-ce que tu as déjà eu des moqueries sur ton physique ? Est-ce que tu as déjà eu des insultes à ton intelligence ? Quelqu'un qui t'a dit que tu n'avais peut-être pas ta place, etc. Et là, ce qu'on a trouvé, c'était des violences vraiment massives. C'est-à-dire qu'on a vu nos 45 ados, il n'y en a pas une qui n'avait pas un exemple. Et on a réuni toutes ces petites phrases. On l'a conçu ça assez tôt, en fait, dans le projet de livre. Il y a une page, le livre a des pages blanches, mais au milieu, il y a ces pages noires sur lesquelles on a mis, et elles y sont pas toutes parce que la dessinatrice Claire Marc qui a illustré le livre n'a pas pu toutes les mettre. Il y en avait trop des remarques, des violences sexistes faites aux jeunes filles, donc elles n'y sont pas toutes. Mais c'est des petites remarques du genre, ouais, t'as vraiment pas une tête à faire maths physique, ou t'as eu une meilleure note que moi, mais ça compte pas parce que t'es une fille, ou encore de la part des profs, voilà, t'as bien réussi, mais est-ce que t'es sûr que c'est toi qui l'as fait ? Et en fait, ça vient de partout,
des profs, de la famille, principalement aussi des garçons, des camarades de classe. C'est tout le temps. Et ça, c'était nos 45 ados, mais après, on a aussi beaucoup de données récemment sur les violences faites aux femmes dans les milieux scientifiques, et c'est massif. On a récemment eu des données sur les études scientifiques, où on disait tout à l'heure qu'elles sont 20% dans les grandes écoles. Les enquêtes récentes à Centrale et à Polytechnique ont établi qu'il y avait 1 fille sur 4 qui était victime d'agressions sexuelles pendant ses études. C'est complètement délirant quand on y pense. Enfin, c'est un risque et une exposition aux violences qui est massif. Et ensuite, pour les chercheuses, il y a eu une enquête récemment aussi qui établissait qu'il y avait une chercheuse sur 2 qui était confrontée à des situations de harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, c'est la répétition des remarques et des violences verbales sexistes, en fait. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte avec tout ça que plus une femme avance dans sa carrière scientifique, plus elle a de chances d'être exposée à des violences. Et là, si on revient à la question du départ, mais pourquoi elles n'ont pas confiance ? Mais mine de rien, il a fallu mettre en évidence le lien, parce que le lien n'est pas du tout aussi évident que ce qu'on peut le penser, et peut-être que tu peux voir aussi comment ce que ça devient du côté des laboratoires et du côté des équipes. Mais moi, j'ai constaté que le lien, il y a des violences faites aux femmes, c'est peut-être pour ça qu'elles sont pas là ou qu'elles partent, et pas du tout une évidence dans les milieux professionnels et même les milieux étudiants. Oui, complètement, je partage tout à fait. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que dans tous les laboratoires ou presque, il y a ce qu'on appelle des comités parité ou égalité qui doivent réfléchir à ces questions, essayer de faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'en fais partie. Et en fait, je trouve ça violent. J'ai failli démissionner plusieurs fois de ce comité parce qu'en fait, on passe son temps à se justifier. Quelque part, quand on est une femme, qu'on fait partie de ce comité, on est là à essayer d'expliquer pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes, enfin essayer de dire tout ce que tu dis là. Et puis une fois, j'aurais dit, mais je suis au tribunal en ce moment là, parce qu'en face de moi, il y avait des collègues fort sympathiques au demeurant, mais qui m'interrogeaient sur vraiment la légitimité de ce problème. Est-ce que c'est vraiment un problème et pourquoi tu dis ça et pourquoi il faut des femmes et à un moment, j'ai passé l'âge, j'ai l'impression de devoir dire ce genre de choses. On a tous passé l'âge, ça devrait être une évidence, ça l'est pas. Et je trouve ça violent, rien que ça, rien que de devoir en fait se justifier en permanence, c'est vraiment pénible et difficile. J'avais pensé à une autre chose dont tu n'as pas parlé, peut-être, c'est la sous-performance des femmes. Je crois que c'est une réalité dans les concours, dans les examens, au bac, n'importe où. Donc c'est un truc qu'on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps. J'ai vu ça même avec ma fille. En fait, quand on passe un examen dans une salle où on est 4 filles et 150 garçons, le cerveau, il y a une partie du cerveau qui est mobilisée à se dire ça, à juste penser à ça. Et pendant qu'il est mobilisé à penser à ça, il n'est pas en train de résoudre l'exercice. Si on est dans dans un environnement très masculin, s'il y a des affiches, je ne sais pas si vous avez vu ces affiches de l'éducation nationale il n'y a pas si longtemps, complètement sexistes mais hallucinantes sur les métiers. Le métier, je suis prof, donc une femme en train de lire un livre super tranquille, et puis moi je suis un homme, je vais être ingénieur. Et vraiment les affiches, elles ont 1 an ou 2. Les filles, elles voient ça tout le temps, et donc le cerveau, il travaille ça, pour lui c'est normal, il l'intègre, et donc c'est un travail très fort pour une femme ou pour une jeune fille de surmonter ça, pour dire non, en fait, moi je mérite comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Donc rien que le fait de se dire il n'y a pas de différence, ça coûte beaucoup d'énergie à une femme ou à une fille, alors que l'homme, pour lui, c'est une évidence, et encore, non, pardon, pas forcément. Tu relèves aussi dans ce livre le sexisme de l'intelligence, c'est-à-dire que même sur les bulletins scolaires, sur les filles, les compliments, ça va être sur leur attitude en classe, alors que pour les garçons, ça va être des compliments positifs sur leur aptitude intellectuelle. Et donc tout ça, ça en vient aussi à comment, en tant que professeur, on peut aussi mieux accompagner, mieux soutenir des jeunes mathématiciennes ou des jeunes filles qui ont cette appétence pour ça. En ayant eux-mêmes, les professeurs, peut-être assimilé des biais sexistes, même à leur insu. Pour continuer à se déprimer un petit peu, c'est pas juste à ce niveau-là, c'est même au niveau entre collègues quand on quand on fait des comités de recrutement, ça s'appelle. Donc on est professeur, on va recruter un professeur ou une professeure pour rejoindre le département. Donc il y a des lettres de recommandation, par exemple. Et les lettres, elles sont hyper biaisées. La collègue femme, elle s'intègre bien dans le labo, elle est vraiment super, c'est très agréable de travailler avec elle. Un homme, on dira très rarement, c'est très agréable de travailler avec lui, c'est pas le point. Et donc les comités parité, ils ont aussi ce rôle-là de dire, dans un comité, je vais faire attention à ça. Et le premier qui dit quelque chose comme ça, je vais dire, warning, attention, alerte rouge, ça va pas. On oublie cette lettre, elle sert à rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et après, bien sûr, au niveau des enseignants,
Là aussi, c'est complètement inné. Et puis même les parents à la maison, si on a un garçon et une fille, on a beau essayer d'être le plus égalitaire possible. Je ne doute pas que moi, j'ai fait ce genre de choses. C'est des biais qui sont tellement ancrés. Dire à ma fille, c'est bien, t'as bien bossé, et garçon... Alors, je crois que ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'une fille qui réussit bien, elle est bosseuse, et elle a des bonnes notes parce qu'elle a bien travaillé, et le garçon, il en a sous la pédale, à 2 notes égales, quoi. Je l'ai peut-être fait. C'est exactement ça. C'est vraiment... et donc là, on a fait un peu tout. Il y a à l'école, dans la famille, dans le milieu professionnel. Et le schéma commun, c'est que concrètement, le comportement des gens est parfaitement similaire. Ils vont avoir la même note, ils vont avoir fait la même chose. Enfin, voilà, mais l'interprétation qui en est faite, elle diffère selon qu'il s'agit d'un homme ou qu'il s'agit d'une femme. Alors que on pourrait très bien considérer qu'il s'est passé exactement la même chose. Donc voilà, l'élève a la même note, mais ça pourrait aussi être dans le labo, le collègue homme a distribué le café, la collègue femme a distribué le café. Mais c'est comment est-ce qu'on va ensuite étiqueter, nommer ce comportement. Et c'est là qu'effectivement on a toujours les mêmes champs lexicaux que tu as commencé à citer, où en fait c'est l'attitude des femmes qui va être valorisée, où on va dire donc effectivement elles sont bosseuses, elles sont travailleuses, elles sont consciencieuses, elles sont assidues. Et ce qui va manquer, il y a eu, c'est très convaincant parce que j'ai des collègues économistes, Marion Monet et Pauline Charousset, qui ont eu accès aux bulletins scolaires de l'intégralité des lycéens et des lycéennes de France. Donc il n'y a pas de biais d'échantillonnage pour une fois, tout le monde est content. Et à note égale en mathématiques, elles ont montré ça, qui se reproduit après partout. Donc les filles, commentaires positifs sur l'attitude. Les garçons, commentaires négatifs sur l'attitude. Donc ça va être nonchalance, voilà, manque de concentration, n'est pas très assidu en classe, etc. Par contre, les garçons vont avoir des commentaires positifs sur leur capacité cognitive. Et ça, c'est ce que les filles n'ont pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tous ces retours, ces compliments, ces mises en évidence, en fait, de leur intelligence, de leur esprit à proprement parler. Et c'est ça qui fait que c'est particulièrement fort en maths, parce que les maths, c'est vraiment la discipline où c'est l'étalon, quoi, de la mesure, de la capacité de réflexion, de l'intelligence, en tout cas actuellement dans notre système scolaire. Et là, on va pas avoir rapidité de réflexion, intuition. C'est des termes qu'on va beaucoup moins utiliser pour parler des femmes. Et donc là, encore une fois, à l'école, dans la famille, dans le monde professionnel ensuite, tout ce qui est génie, ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé pour parler des femmes que pour parler des hommes. Et à l'inverse, tous les commentaires négatifs sur le stress, l'angoisse, le manque de confiance en soi, ça c'est partout aussi. C'est dans les bulletins, c'est dans les familles, c'est dans le monde professionnel. Donc je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant et qu'on peut faire partout, puis ça nous amène doucement vers les leviers de quand j'émets un jugement sur quelqu'un, qu'il s'agisse de mon enfant, mon élève, mon collègue, le ou la candidate qui se présente dans mon laboratoire, est-ce que je juge le fait ou est-ce que j'ai déjà un jugement qui est coloré, qui est biaisé par ma représentation de ce que sont les hommes et les femmes. Et donc effectivement, ça c'est un excellent exercice parce qu'on s'attrape souvent en flagrant délit. C'est pas grave. Le principal, c'est de s'être attrapé et de se redemander, quoi. Oui, mais en fait, voilà, si je reviens à ce que j'ai vraiment comme donné, est-ce que je peux l'interpréter différemment ? Très bon exercice à tout niveau. Tu viens de dire le mot représentation, on a parlé du souci à l'école, du souci à la maison, le souci aussi dans la culture, l'absence de rôle modèle. C'est aussi, alors ici on est quand même à la maison des maths de Poincaré, on voit que c'est un institut qui a mis un point d'honneur à montrer l'importance des femmes, mais ça reste quand même quelque chose de trop souvent, que les grandes mathématiciennes sont souvent trop méconnues peut-être aussi dans la part des scientifiques et même du grand public, Isabelle. Ouais, alors j'ai toujours un petit problème avec les rôles modèles parce que surtout quand on parle des femmes, parce que j'ai l'impression que pour moi les maths c'est un métier un peu normal, comme il y a plein de métiers super, voilà, il y a entre autres métiers mathématiciens, mathématiciennes, donc ne parler que de grands mathématiciens ou de grandes mathématiciennes, c'est complètement, je trouve, stérilisant pour les gens normaux comme moi. Et surtout si on parle de scientifiques même dans le passé, alors là pour le coup on cherche les femmes, il y a Marie Curie. C'est super, mais c'est quand même hyper intimidant. Si on est obligé d'avoir 2 prix Nobel pour devenir donc et ça qui manque vraiment, je trouve, c'est de se rendre compte que ce sont des métiers normaux, avec des gens normaux. Alors, certains sont plus visibles que d'autres, parce qu'il se trouve que notre monde est un peu comme ça, et c'est un peu malheureux peut-être, que on se rend peut-être pas compte, mais les maths, c'est une activité collective. Il y a quelques mathématiciens ou mathématiciennes qui travaillent seuls,
mais vraiment très peu. Il y a quelques grandes figures qui ont vraiment fait des choses incroyables tout seuls, mais en fait, la plupart, de toute façon, tous déjà, ou toutes ont travaillé grâce à tout ce que les gens avaient fait avant eux, donc personne n'a inventé toutes les maths. Et puis, très souvent, les maths, ça avance à plusieurs. Alors, pas à 50, mais on est toujours 2 ou 3 ou 4 à travailler ensemble. Et donc, cette histoire de rôle modèle, moi, ça me gêne un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça fait plus peur, ça dépend des gens, peut-être, qu'autre chose. Moi, je vais beaucoup, autant que je peux dans les collèges et lycées pour montrer que les mathématiciennes existent. Mais j'ai juste envie que les gens ils se disent, bah voilà, j'en ai croisé une, voilà, ça existe, et puis tant mieux, et puis que ce soit des hommes, que les garçons ou les filles se rendent compte que les femmes existent. Mais faut surtout pas, à mon avis, que les gens se disent, pour faire ce métier, il faut être un petit peu hyper fort depuis qu'on est tout petit. Il faut savoir depuis qu'on est tout petit que c'est possible, et sinon ça nous est pas ouvert. Donc voilà, donc je pense que surtout pour les maths, il y a tellement peu de femmes. Si on se dit qu'en plus il faut ressembler à ces peu de femmes, là, ça fait vraiment peur. Voilà. Mais je pense que tu as complètement raison d'être un petit peu dubitatif sur les rôles modèles. C'est assez ambivalent. D'un côté, on a vraiment besoin de représentation, parce que c'est tout ce qu'on sait très bien sur le fait que si on ne voit pas de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, nous ressemblent, bah, ça devient extrêmement difficile de se projeter vers n'importe quel métier, n'importe quelle activité. Et d'un autre côté, le fait d'avoir un peu un culte des individus est aussi très problématique, parce que tu l'as extrêmement bien dit, c'est pas du tout fidèle à la façon dont les sciences sont faites, et c'est même en fait aussi réalimenter un fonctionnement des sciences qui pose problème pour tout le monde. Parce que là, on n'a pas trop parlé, mais ça va vraiment dans l'élitisme scientifique, avec une valorisation d'individus, alors que le travail est toujours collectif. Donc, si on prend la salle dans laquelle on est, d'un côté, c'est super parce qu'on a une parité des portraits, ce qui n'arrive quasiment jamais, donc c'est excellent. On a 2 femmes et 2 hommes, de ce que je vois en tout cas dans les portraits qui sont là. Et d'un autre côté, moi, ça me fait penser à la phrase de collègues historiennes qui disent « mais nous, on ne veut surtout pas remplacer le culte des héros par le culte des héroïnes. » Ça serait vraiment une erreur. C'est cette vision des sciences qui est dommageable pour toutes et tous. Et c'est aussi un petit peu, on va pas se mentir, si on va dans cette voie-là, oui, on va sans doute faire venir plus de femmes, mais on va aussi renforcer les autres problèmes, puisqu'on va finalement aller peut-être ouvrir la porte à quelques femmes qui seront surdiplômées, issues de familles très favorisées, héritières des sciences, etc. Donc c'est aussi un petit peu un piège d'aller dans cette voie-là. Et puis pour moi, il y a aussi une autre limite des rôles modèles, qui est, donc pour que ça marche, il faut qu'ils soient vraiment, comme tu l'as dit, vraiment très très divers, très très nombreuses, qu'il y ait plein de femmes, plein de sortes de femmes qui puissent se montrer comme scientifiques. Mais là, on a aussi une autre difficulté qui est que c'est une tâche supplémentaire demandée aux femmes scientifiques. Et c'est pas évident du tout parce que ça prend un temps fou. C'est pour l'instant une activité qui est pas du tout reconnue et valorisée par leur institution. Donc tout le temps qui est passé à aller par exemple dans les salles de classe, ou à aller parler dans les médias, ou à aller se montrer en tant que femme qui fait des sciences, tant que c'est pas reconnu comme une activité qui est vraiment digne d'intérêt, c'est autant de temps qu'on ne peut pas passer à faire ce qui est, pour le coup, beaucoup plus valorisé chez les collègues. Donc c'est aussi, je trouve, une grande difficulté parce que, en fait, c'est un peu comme le coup de l'autocensure, quoi. C'est quelle est la solution pour les filles en sciences ? Les jeunes filles, elles osent, et puis les femmes, elles deviennent des modèles pour les plus jeunes. Comme ça, les femmes règlent le problème entre elles. Et il y en a qui peuvent, pendant ce temps-là, faire des maths. Tranquillement, c'est les hommes. Donc ça peut être aussi un piège. C'est aussi la difficulté qu'il y a avec toute la parité dans les comités, quoi. On a besoin de comités de recrutement et de comités de sélection qui soient paritaires, parce que sinon, tout le recrutement est fait exclusivement par des hommes, c'est une cata. Mais en même temps, pour les maths, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a tellement peu de femmes que ça veut dire qu'elles sont sursollicitées et qu'elles passent leur temps à faire ce travail-là qui n'est pas du tout le plus valorisé. Donc là, on a vraiment des gros soucis de ce point de vue-là. Donc si on conclut sur les rôles modèles, oui, absolument nécessaire, oui, efficace, mais surtout pas si c'est pour continuer dans le culte de la personnalité et de l'héroïsme en sciences. Par rapport justement aux mesures, aux leviers d'action, on voit là que depuis la réforme du bac, le nombre de bachelières préparées pour des études de sciences a diminué de 60%, c'est énorme. Ça signifie qu'il y a des mesures politiques qui peuvent être prises. Tu identifierais quoi ? Alors c'est tout ce qu'on aurait pu ne pas faire déjà. Il avait été prévenu que les sociologues et les historiennes et les scientifiques de l'éducation avaient dit que cette réforme aurait cet effet-là.
On a aussi dit que ce qui est en train de se passer à l'université, l'accentuation de la sélection, lycée et université, on peut dire les grandes lignes des réformes vont dans le même sens. Hein. C'est plus de sélection, des formations d'excellence pour un plus petit nombre de personnes, resserrer, c'est ce qui a été fait pour les maths au lycée, c'est ce qui est fait pour le recrutement à l'université, pour celles et ceux qui connaissent avec les recrutements de chaires de professeurs juniors, etc. Ça, ce sont des mécanismes sociaux dont on sait qu'ils sont systématiquement mauvais pour tous les groupes sociaux qui sont déjà minoritaires dans un champ. Donc là, pour les sciences et pour les maths, les femmes et les classes populaires et les minorités. Si on resserre les taux et si on met l'accent sur ce qu'on appelle l'excellence ou la sélection, c'est encore une façon finalement d'aller recruter toujours les mêmes profils et pas parce que les autres sont moins bons ou moins bonnes, hein, surtout pas, c'est pas parce que les femmes ne sont pas au niveau, au contraire, mais c'est parce qu'en fait, derrière la rhétorique de la sélection et de l'excellence, se cache une restriction des ressources et en fait une attribution de ces ressources à ceux qui ont déjà le pouvoir. Donc c'est pas une question de manque de compétences, mais plutôt une question de répartition. Donc la voie, ça serait plutôt finalement l'inverse. On sait que ce qui marche bien, à l'inverse, c'est quand les parcours sont sécurisés, quand ils sont pérennes, quand il y a de la transparence, mais aussi en fait du soutien et de l'accompagnement de chacun et de chacune. Ça marche particulièrement bien dans le milieu scolaire, ça marche aussi très bien dans le milieu universitaire. Et la volonté de faire venir des filles et des femmes, et surtout la volonté de les faire venir dans un endroit qui est sain et sécurisant pour elles. Parce que c'est aussi un autre énorme problème qui se pose, c'est oui, faire venir des femmes, mais si c'est pour qu'elles soient maltraitées, elles vont repartir aussi sec. Et elles auront bien raison, d'une certaine façon, puisque pourquoi, ça pour moi c'est aussi important de le dire, quoi. Il n'y a pas, je le dis d'autant plus que je suis pas mathématicienne, mais les maths sont pas suffisamment belles pour qu'on y sacrifie sa santé ou qu'on s'expose à des violences pour pouvoir en faire. Ça n'a pas, c'est faux. Enfin ça c'est aussi des messages qu'il faut faire passer parce qu'aucune activité ne vaut la mise en danger de soi-même ou l'exposition à des violences. Donc ce qui marche, ce qu'on a vu qui fonctionne, notamment dans quelques établissements qui ont réussi à le faire, mais qui sont très minoritaires. On a quelques cas d'universités américaines et aussi d'une université danoise qui ont eu des plutôt bons résultats. C'est vraiment par la force dans un premier temps. C'est-à-dire une volonté, mais vraiment de faire venir des filles et de les garder, qui n'est pas seulement passée par le recrutement des filles, mais qui est vraiment passée par une transformation de l'université telle qu'elle était. Donc ils ont d'abord changé l'institution avant d'y faire venir les filles. Donc ils ont d'abord eu une politique de recrutement d'enseignantes et de formatrices qui étaient des femmes. Ils ont ensuite travaillé sur tout ce qui était les lieux et comment les étudiants et les étudiantes évoluaient dans leur institution. Des choses aussi banales mais en fait importantes que les salles de pause, les lieux de vie. Ils se sont rendus compte par exemple que dans leur université d'informatique, il y avait des salles qui n'étaient occupées que par des garçons. Et que les quelques rares filles informaticiennes qui étaient là n'avaient aucune envie d'aller dans ces repères qui ne les accueillaient absolument pas. Donc il y a eu tout un travail pour changer les espaces, changer la décoration, donc avec tout ce qu'on disait là-dessus, et puis mettre en place une politique de non-tolérance de toutes les violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est extrêmement important, et on en est encore très loin, il y a des progrès. Il y a les comités dont tu parlais tout à l'heure, ils ont pour l'instant des failles massives. Et ça reste très difficile de les mettre en place. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, ça c'est certain, mais on a quand même énormément de bonnes pratiques. Et si on doit les résumer, je crois que vraiment changer l'endroit, l'institution, le champ dans lequel on veut faire venir les femmes, plutôt que de demander aux femmes de changer pour s'y adapter, c'est la marche à suivre. Et un exemple, je trouve, qui est assez frappant sur ces universités qui ont réussi à recruter beaucoup de filles, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles s'attendaient à ce que les étudiants et les étudiantes se conforment déjà à un certain modèle avant d'arriver chez eux. Et que par exemple, pour l'informatique, ils s'attendaient à ce qu'ils aient beaucoup de pratiques extrascolaires de l'informatique et qui valorisaient beaucoup les dossiers dans lesquels les étudiants disaient « Bah oui, moi, je fais partie d'un club, j'ai des activités en ligne, j'ai eu 12 projets de codage extrascolaires, donc prenez-moi parce que je suis déjà comme vous. » Et ça n'existait que très peu chez les filles parce que toutes ces activités-là de club sur Internet étaient très excluantes pour elles. Donc ils avaient des dossiers de filles qui étaient perçus comme moins bons parce qu'elles disaient pas « je fais déjà tout ça ». Et ils ont complètement renversé leur façon de penser, ils ont dit « mais
on est une université, on est là pour les former, donc on n'est pas censé les juger sur ce qu'ils font déjà en dehors et qui en plus parfois n'a pas d'impact sur leurs apprentissages. Donc ils ont complètement revu ce qui était leurs critères de sélection en disant on va complètement exclure tout ce qui est activité extrascolaire. On arrête de le prendre en compte quand on évalue les dossiers des étudiants. Ça a permis de faire rentrer plein de filles. Ça a aussi complètement changé l'enseignement derrière. Ils ont changé leur rapport aussi à ce qu'ils enseignaient, à ce qu'ils transmettaient. Et ça marche bien et ça produit de bons résultats. Isabelle, toi aussi, de ton point de vue, si tu identifies des leviers d'action politique. Oui, alors j'ai entendu un levier où je suis complètement d'accord, c'est élargir les critères qu'on se donne pour recruter quelqu'un à n'importe quel niveau. Alors je parle plus de l'université que du lycée, ou en tout cas même des collègues, disons, à l'université. Si on décide de recruter quelqu'un dans un champ disciplinaire des mathématiques très étroit, la probabilité de tomber sur une femme est très faible, puisque déjà il y a peu de femmes. Et donc ça, c'est souvent, les gens vont dire, je veux recruter dans tel domaine des mathématiques. Ah, il n'y avait pas de femmes, j'en ai pas pris, j'ai pas pu, il n'y en avait pas. Et là, la réponse est oui, mais l'erreur, c'était ça. C'est qu'il fallait demander un domaine beaucoup plus large. Donne-toi la chance d'avoir une femme, et là, il y en aura. Évidemment, si on fait rien pour, ça va pas aider. Et donc, amorcer l'arrivée des femmes en élargissant, et une fois qu'elles seront là, rendre bien sûr la vie agréable et bienveillante, et comme tu disais, éviter de les envoyer dans tous les comités, etc. Parce que ça, c'est la vérité vraie. Dans mon domaine des mathématiques, qui s'appelle les mathématiques fondamentales, en prof, on est 14%. Et il est demandé qu'il y ait 40% de femmes dans les comités. Voilà, faut faire le calcul. Combien de comités on fait, nous ? Donc là, maintenant, moi, comme je suis un peu vieille et aigrie, maintenant je dis non. Voilà, c'est tout. Et je leur dis, je suis vraiment désolée, je sais que tu vas avoir un mal fou à faire ton comité, mais je suis désolée, je ne viens pas. Parce que sinon, je vais encore passer tout mon mois de mai à courir les comités de sélection. C'est mauvais pour moi, pour ma santé, évidemment, mais c'est aussi mauvais pour les maths, en fait. Parce qu'après, les gens vont dire, mais celle-là, elle est dans tous les comités, c'est elle qui choisit tout, en fait. Donc en plus, je vais me faire... Voilà. Bref, donc c'est mauvais pour tout en fait. C'est pas juste parce que les femmes en ont marre d'être sursollicitées, c'est aussi que c'est mauvais pour la science tout simplement. Il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait de la diversité. Et les hommes, ils savent aussi bien choisir les gens que les femmes, enfin certains. Et donc il n'y a pas de raison de s'en priver aussi des hommes, parce que là aussi, on parle. Il y a quand même quelques figures dominantes dans le milieu des maths qu'on voit partout, et puis il y a plein d'hommes super qu'on voit pas du tout, qui sont aussi invisibilisés, mais d'autant plus presque parce que c'est des hommes. Donc faut se reposer sur tous ces hommes-là. Enfin, je sais que moi dans mon département, dans le comité parité bien sûr il y a des hommes, et puis il y en a qui organisent des rencontres entre les chercheuses et des élèves, femmes. Donc c'est eux qui organisent tout, c'est génial, ils apportent le café, ils apportent les sandwichs, ils s'en vont. Et après on parle entre nous, entre femmes, et je crois que les élèves sont contents de parler entre femmes. Donc il faut aussi s'appuyer sur les hommes qui font ça. Voilà, donc pour résumer, élargir d'abord pour faire rentrer les femmes et les filles, leur rendre la vie agréable et pas violente. Et une fois qu'il y en aura, après ça va se faire tout seul. Après on pourra revenir à un mode de... Mais il faut être un peu dirigiste, et il faut faire des choses un petit peu fortes si on veut espérer changer les choses. Moi, je vois l'heure qui tourne un peu, et bon, il va y avoir évidemment des tours de parole, et ensuite aussi une séance de dédicace. Mais pour revenir sur le livre, moi, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué, celui de Catherine Goldstein, qui fait la préface, qui est directrice de recherche CNRS, et qui raconte justement comment, dans son parcours, dans sa scolarité, on l'a découragée de s'engager dans un parcours d'ingénieur. Tandis que les garçons, on les encourageait alors qu'ils avaient de moins bons résultats qu'elles. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, en plus, dès la préface, quelque chose de très marquant. Isabelle, tu m'as parlé, toi aussi, de passages qui t'ont interpellé à la lecture de ce livre, et je veux bien qu'on en parle. Oui, alors moi j'ai acheté le livre dès qu'il est sorti, en précommande, j'avais très envie de le lire, et donc j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Il y a un passage, je me souviens très bien, quand je l'ai lu, j'étais interloquée, je me suis arrêtée, je suis allée lire à tous les membres de ma famille en disant mais je me rendais pas compte de ça. Et c'est pas sur le genre là pour le coup, c'est sur un peu la différence entre les maths appliquées et les maths fondamentales, et puis même les maths en général. Faire des maths, c'est un luxe. Ça m'a vraiment frappé. J'ai relu tout à l'heure le paragraphe, et à chaque fois que je le lis, je suis un peu interloquée. J'avais jamais pensé à ça, que faire des maths, c'est avoir du temps, et c'est penser que le temps est important. Et pour avoir le droit, quelque part, de s'autoriser à dire le temps, c'est quelque chose d'important, et se rendre compte,
c'était pas inné pour moi. Moi, il se trouve que j'ai une famille, je suis privilégiée, donc c'était pas un problème pour nous le temps dans la famille, et donc pour moi, c'était pas un luxe d'avoir du temps. Et donc le métier mathématicienne, ça fait partie de ça, et ça m'allait très bien, et je voyais pas où était le problème. Et là, j'ai compris que, en fait, je suis désolée d'avoir compris ça si tard, mais merci. C'est que, ben non, en fait, c'est pas du tout un luxe, enfin, c'est pas du tout normal, c'est un luxe d'avoir du temps. Et donc, c'est un métier qui est aussi inaccessible, même métier de chercheur, chercheuse en général, pour certaines personnes qui savent pas que c'est possible d'avoir, parce que dans leur milieu familial et social, ça n'arrive pas. Et j'ai trouvé ça très frappant. Donc c'est pas une question de genre, c'est une question d'élite quelque part, de la chance qu'on a d'avoir ce temps. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et troublant. Et une autre question, c'est que tu avais donc rédigé, publié La bosse des maths n'existe pas. Tu es sociologue, tu sors matheuse. En tant que sociologue, d'où vient cet attrait justement pour les mathématiques? Alors maintenant c'est assez amusant parce que parfois je suis confondue avec une mathématicienne, et alors que pas du tout, et vraiment pas. Et moi je fais partie de ces jeunes filles qui ont été vivement découragées de faire des maths. J'en ai fait pourtant jusqu'à la fin du baccalauréat. Mais j'ai compris tout ça parce que j'ai étudié ces sujets. Si je n'avais pas étudié ces sujets, je n'aurais jamais compris ce qui s'était passé pour moi vis-à-vis des mathématiques. Mais alors que j'avais des bonnes notes, je réussissais bien, et je pense que je croirais aujourd'hui que j'étais nulle, alors que c'était pas le cas. Objectivement, si je reviens sur mes bulletins de salaire, pas de bulletins, pardon, mes bulletins scolaires, excusez-moi, j'avais d'excellentes notes en maths comme les ados du livre, mais à 16 ans, comme elle, des discours, ceux de mes profs, ceux de mes parents qui sont pas du tout scientifiques, donc qui connaissent pas du tout tout ça. Pour eux, on était littéraires, on était une famille de littéraires, et ben moi aussi je suis devenue une littéraire. Et ça voulait dire que on me disait par exemple que j'avais un esprit plus intuitif, que j'étais pas très carrée, que voilà, j'avais de la créativité. Et c'est vraiment une identité que j'ai complètement adoptée pour moi-même. Au point que donc, j'étais dans un état de stress et d'inquiétude face aux devoirs de maths, mais qui était terrible. Et donc je récitais des poèmes pour conjurer le mauvais sort des mathématiques. Cliché, parfait. Et puis quand même, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ensuite, je suis allée en classe préparatoire littéraire. Et là, on m'a dit que j'étais quand même un peu trop rigoriste, et que ça manquait un petit peu de panache, de créativité quand j'écrivais, que c'était quand même un peu... je sais, bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin, zut, trop carré, pas assez carré, etc. Donc je pense aussi que la sociologie m'a plu pour ça, puisque ça nous est présenté comme une espèce de réunion des deux. Mais dans l'absolu, tout ça, ce sont vraiment des représentations sur les disciplines qui n'ont rien à voir avec la façon dont on fait vraiment des disciplines. On n'est pas plus carré en sociologie qu'en maths, qu'en littérature, ni plus intuitif en littérature qu'en sociologie, qu'en mathématiques. C'est vraiment des visions qu'on a, et des disciplines, et de ce que sont censés être ensuite les filles et les garçons. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça, et de voir comment tous ces messages m'étaient arrivés, et comment je les avais crus, et je les avais intégrés, et ce que ça avait eu comme effet pour moi-même. Et je pense que ça m'a aidé à après ensuite les voir dans ces recherches-là. Et puis j'ai été extrêmement révoltée aussi quand j'ai commencé à travailler sur la sociologie du genre, de tous ces croisements genre-sciences dont on parlait au début, et de ce que l'absence des femmes fait aux sciences. Quand j'ai compris l'arnaque totale de la pilule contraceptive, je m'en suis toujours pas remise, j'ai été très en colère. Donc tout ça vient aussi quand même de beaucoup de colère au départ. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? Et c'est aussi pour ça que cette enquête-là auprès des ados, elle était importante, parce que je pense que c'est des moments où, et moi, et je sais que c'est le cas aussi de Claire Marc, la dessinatrice du livre, elle aussi, en fait, elle a fait des études scientifiques, elle a carrément un master d'océanographie, et elle aussi, elle est persuadée qu'elle est nulle en sciences. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui nous est arrivé pendant l'adolescence, que c'était vraiment important de le dire aux ados à ce moment-là, et que toute cette colère, on pouvait en faire quelque chose dans la création de collectifs, et de se dire mais non, c'est pas des cases individuelles séparées, c'est pas toi dans ton coin qui est littéraire ou qui est sensible ou qui est stressé, c'est quelque chose qui se passe pour toutes les filles et pour toutes les femmes ensuite, même si pour certaines c'est plus faible et elles s'en rendent moins compte, même si parfois il y a des parcours qui permettent d'échapper à tout ça, mais et c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. C'est une prise de conscience collective et de la sororité. Et cette idée de se dire, bah oui, en fait, je peux peut-être faire quelque chose pour la femme d'à côté, pour la femme en face, et pour les hommes qui sont là aussi pour montrer ce qui se passe, faire prendre conscience,
et désindividualiser tout ça pour faire progresser l'ensemble. Ben merci beaucoup. Merci à vous deux. Il va y avoir. Merci à vous. En plus, on a un public mixte. Pour le coup, ça fait aussi très plaisir. Merci infiniment. Il va donc y avoir cette séance de dédicace suivie d'un moment convivial. Mais avant ça, on a un micro. On va vous partager un micro. Voilà. Si vous avez des questions dans la salle, on fait tourner le micro. Ah, merci madame. Ah, ou si vous voulez... mais est-ce qu'on enregistre la phase des questions? C'est même pas sûr, je sais pas. Oui. Bon. Alors, en fait, d'abord, j'avais une remarque. Je trouve qu'on parle toujours des maths comme d'une matière élitiste et il faudrait être excellent pour en faire. Et à mon sens, on ne dit pas assez que ça peut donner beaucoup de plaisir, qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, qu'il y a une liberté énorme, infinie, et qu'il y a beaucoup de plaisir quand on en fait, et que ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup aux filles, et que ça pourrait les inciter à en faire, même si elles ne sont pas excellentes. En fait, on peut faire... Alors, je ne dis pas qu'on a envie de faire des maths si on n'est vraiment pas bon, mais on n'a pas besoin d'être excellent, on a besoin d'aimer ça, en fait, et d'y trouver du plaisir. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, je pense quand même que... je suis enseignante en collège, et je pense qu'on a un rôle fondamental. C'est sûr que les élèves qui nous arrivent, ils sont façonnés par la société, par tout ce qu'ils entendent en dehors, etc. Mais c'est aussi à nous d'essayer de faire quelque chose, parce que les garçons, alors globalement, quand même, ils ont confiance en eux, c'est vrai. Et quelque part, on n'a pas à aller les chercher vraiment. Alors que les filles, on est aussi là pour ça. Et il me semble que quand on enseigne les maths, on n'a pas toujours envie de vraiment faire comprendre à l'autre. C'est quelque chose aussi, on est tenté de garder le pouvoir et la connaissance et vraiment vouloir la faire passer, avoir envie que l'élève comprenne. C'est quelque chose qui se travaille. Et je pense que dans la formation des enseignants, c'est quelque chose qui manque. Voilà. Pour les filles comme pour les garçons. Enfin. Oui, merci d'abord d'avoir rappelé que les maths, c'est créatif. Je ne pouvais pas te laisser dire ça, mais c'est bien comme ça a été fait. C'est que les maths n'étaient pas. Non, donc il faut de la créativité dans plein de trucs, partout, en recherche en général, dans plein de domaines. Donc oui, je pense que quelqu'un qui n'aime pas faire des maths, qui n'en retire aucun plaisir, d'abord, faut peut-être poser la question pourquoi, mais c'est pas grave, hein, on a le droit de pas aimer les maths, ça c'est sûr. Mais effectivement, dire aux jeunes filles que, enfin, je sais pas, on peut pas leur dire si ça procure du plaisir, si c'est pas le cas, on veut pas forcer. Mais effectivement, la vision des maths, je crois, en ce moment, à l'école, au collège et au lycée encore plus, c'est un truc purement élitiste, effectivement, où la nouvelle réforme, enfin la réforme qui n'est pas si nouvelle maintenant, catastrophique de Blanquer, a fait que les maths, c'est devenu vraiment... Enfin, Blanquer, et des fois, il dit, mais non, ça marche très bien, regardez, en maths experte, il y a plus de filles qu'avant, en maths, je sais pas quoi. Oui, certes, mais et les autres, les maths pas expertes, c'est tout aussi important. Enfin, on peut continuer à créer juste des mathématiciens incroyables, mais il faudrait aussi juste expliquer à tout le monde ce que c'est que les maths, un minimum de maths, pour que tout le monde ait un minimum de connaissances, pour pas se faire avoir après quand des journalistes qui savent pas forcément, ou des politiques utilisent des chiffres n'importe comment, ou disent n'importe quoi. Et donc, les maths, ça devrait être quelque chose, un socle commun, minimal pour tout le monde. Et après, ok, ceux qui veulent en faire pour toute leur vie, tant mieux. Mais toutes les filles devraient faire des maths jusqu'à un certain point. Je m'égare. Mais sinon, oui, moi je vais pas dire que les profs sont responsables de quoi que ce soit, ça serait pas bien de dire ça, mais bien sûr, je pense qu'on a tous des biais, et les enseignants du collège et du secondaire, pareil, et donc essayer de travailler là-dessus pour essayer d'amener les filles à aimer ça, plus que les garçons, parce que les garçons, peut-être que c'est plus facile pour eux pour des raisons dont on a déjà parlé, c'est plus facile d'avoir confiance en eux, parce que tout le monde leur dit d'avoir confiance, donc ils ont confiance. Oui, je suis sûre que les enseignants du collège ont un rôle important. Moi, j'ai des souvenirs d'enseignants du collège, et c'est ça qui m'a fait aimer aussi les maths, c'est ça. C'est très tôt. Voir des profs du primaire qui maintenant sont très peu formés en maths. Il y a un pourcentage incroyable de profs du primaire qui ont arrêté les maths en seconde. Et donc, j'en ai vu effectivement qui juste ont peur des maths.
Et donc, si l'instituteur ou l'institutrice a peur des maths, évidemment, les parents, à la réunion de parents, vont être terrorisés aussi, parce que la terreur, elle va passer chez les parents, et ça va passer chez les enfants, et c'est une espèce de cercle vicieux. Donc, les enseignants ont un rôle hyper important là-dedans, c'est sûr. Non, c'est bon. Est-ce que si vous avez une autre question, très bien. Merci. Merci pour vos partages très intéressants. Moi, je m'appelle Mylène Tahar et je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit. Donc, j'ai fait une prépa scientifique, je suis allée en école d'ingénieur, j'aimais les maths quand j'étais petite, etc. Et après, du coup, je suis devenue ingénieure dans la tech et j'ai quitté ce métier pour œuvrer à 100% à, du coup, aider les entreprises. Donc, j'accompagne les entreprises à recruter des femmes, à mettre en place des process, etc. Et du coup, il y avait 3 choses très importantes que j'ai notées, sur lesquelles je voudrais insister, parce que donc, on a parlé d'abord à un moment de non-mixité, et c'est vraiment super important parce que, en parallèle de ça, du coup, j'étais bénévole dans une association, l'ENS d'ailleurs, qui venait donner Coding Sisters, qui venait donner des TP de programmation à des lycéennes pour leur faire découvrir l'informatique et leur faire aimer ça. Et ça fonctionne parce que du coup, on est des encadrants de femmes qui parlons à un public de filles qui sont du coup en confiance pour poser les questions et voilà. Alors que c'est pas possible quand c'est en mixité justement où les garçons vont prendre la place. Ensuite sur l'élitisme et les rôles modèles, c'est pareil super important parce que justement le fait que les garçons ont plus confiance en eux, ça amène à que des garçons de niveau plus moyen aient accès à ces filières plus élitistes, tandis que les filles vont se mettre davantage de freins à niveau équivalent. Donc voilà, autre point super important. Et le dernier, du coup, donc moi je suis en bout de chaîne avec du coup le recrutement post-école, etc. Et donc pour ça, on a des solutions quand même au niveau des process, pour essayer d'éliminer ou en tout cas de limiter les biais. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment important de mettre en place des process, que ce soit dans les recrutements. On parlait aussi des bulletins scolaires, voilà, que les critères de satisfaction, vous m'avez compris, soit que les critères en tout cas d'évaluation soient objectifs et qu'on intègre aussi les soft skills dans ces évaluations. Bref. Merci beaucoup pour tous vos partages super intéressants. Et j'ai quand même une question. J'étais très intéressée par la partie où vous parliez des leviers et d'exemples qui ont fonctionné. Est-ce que vous avez des ressources particulières où on peut aller s'informer, se documenter pour propager ces bonnes pratiques? Merci. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour confirmer que la non-mixité, effectivement, ça marche et c'est un levier qui fonctionne. Mais pour des raisons très tristes, en fait, ça fonctionne parce que pendant un temps, ça soustrait les filles aux problèmes que posent les garçons en mixité. Donc c'est très bien et ça marche, mais c'est clairement pas la solution au bout du compte, puisque en fait, on ne fait que gérer le symptôme sans jamais supprimer la cause. Donc je pense que c'est important. C'est comme les quotas, on en a besoin pour avancer maintenant. Et il faut vraiment le défendre parce que c'est déjà très attaqué. Mais voilà, il faut aussi faire attention à pas tomber dans le piège de se dire, voilà, du coup, si on fait ça, c'est bon. Mais donc, je rejoins tout ce que vous avez dit sur la non-mixité. Pour les bonnes pratiques, pour l'instant, moi, ce que je trouve sur les exemples dont j'ai parlé, je trouve qu'ils sont le mieux décrits dans un article qui est accessible en ligne de Isabelle Collet et Chantal Morlet. Celui sur Carnegie Mellon, et elles ont comparé en fait la politique d'ouverture et de diversification de Carnegie Mellon, et là le nom de ça c'est aux États-Unis et le nom de la deuxième fac m'échappe, mais normalement avec ces 3 indicateurs ça doit pouvoir se retrouver assez facilement. Et Carnegie Mellon, ils ont beaucoup documenté leur démarche, donc là aussi il y a pas mal de ressources en ligne sur ça. C'est vraiment à l'échelle d'une université. Mais si quand même, je voulais dire sur les process, quelque chose qu'on sait qui marche bien, et ça rejoint un peu ce que mentionnait Isabelle sur les recrutements. Il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites avec une autre chercheuse qui est une autre... j'ai mentionné Isabelle Collet, qui est une chercheuse incroyable sur la question de l'informatique. Une autre chercheuse excellente en France qu'on a la chance d'avoir, c'est Isabelle Régnier, en psychologie sociale. Il y a beaucoup d'Isabelle qui sont excellentes dans la recherche sur les femmes en sciences.
Et Isabelle Régnier, elle a notamment pu contribuer à tout un processus qui a été mis en place par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, sur ces recrutements, où ils ont montré que s'il y a une formation du comité de recrutement des chercheurs et des chercheuses immédiatement avant le comité, ça a des effets positifs. En fait, si on rappelle à tout le monde avant de commencer, typiquement ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire attention, vous allez voir des hommes et des femmes, vous allez potentiellement juger plus négativement les femmes sur tel et tel critère, n'oubliez pas, nanana. Ça, si on le fait au moment des recrutements, ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que si on arrête, ça marche plus. Même sur ceux qui l'ont eu l'année précédente. Donc il faut le faire en permanence. Donc je trouve que ça va dans le sens de ce que vous disiez sur les... je pense que c'est ça qu'on peut appeler des process, où en fait, de forcer, et ça rejoint tout ce qu'on disait. Mais si on le faisait, ça pourrait peut-être permettre d'alléger typiquement, il faudrait voir, mais ça pourrait marcher aussi bien, voire mieux que de mettre des femmes dans tous les comités. Donc c'est encore une autre... avoir ce côté très cadré et très forcé, je pense que c'est aussi une grande leçon. On n'a jamais envie d'avoir cette réponse-là, mais la réponse, il faut forcer, est quand même récurrente. Enfin, on voit que c'est ça qui marche. Il y avait une autre question, j'ai vu tout à l'heure, madame. Non, plus de questions. Très belle question. Monsieur ? Vous avez parlé d'un manque de mixité sociale et de genre sur les mathématiques. Beaucoup de la réforme Blanquer, avec 2 filles au lycée, il y a le sujet de Parcoursup aussi qui vient là-dedans, qui était censé gommer tout ça puisque tout est anonyme. Et a priori, en fait, personne n'est satisfait parce que vous nous dites qu'il n'y a pas de mixité homme-femme, qu'il n'y a pas de mixité sociale, alors que cette réforme était théoriquement faite pour ça, puisque la sélection, elle est théoriquement totalement anonyme. Et le deuxième sujet, on parle beaucoup de réforme, mais il y a le sujet aussi des prépas, où les prépas publics disparaissent quasiment. Donc on parle beaucoup de prépas privés avec des prix très élevés. Et là aussi, il y a une sorte de disparité assez bizarre où une prépa littéraire coûte 10 fois moins cher qu'une prépa scientifique et elle-même au moins 5 fois moins cher qu'une prépa d'école de commerce. Donc il y a aussi cette disparité qui est assez étonnante. Alors sur la réforme, c'était vraiment des éléments de langage. Cette idée que ça allait être bon pour l'égalité, personne n'y croyait chez celles et ceux qui avaient compris ce qui allait se passer. Et pour le cas des mathématiques, je suis même pas sûre qu'ils aient fait semblant de présenter ça comme une volonté de mettre plus d'égalité devant les mathématiques. Si on revient quand même aux origines de la réforme, c'est plutôt... en fait, il faut qu'on fasse baisser le nombre d'élèves qui font des mathématiques parce qu'on n'a plus assez de profs. Donc on va, et ça c'est quand même dit assez clairement, on va faire en sorte de faire de meilleurs enseignements de mathématiques pour un plus petit nombre dans l'espoir d'avoir une meilleure formation mathématique en France. Donc franchement, c'était vraiment des éléments de langage et même des éléments de langage assez légers qui pouvaient laisser penser à l'égalité. Ils ont été plus mobilisés pour Parcoursup. Il a été davantage dit pour Parcoursup que oui, c'était pour un souci d'équité et de justice sociale. Mais là aussi, toutes les personnes qui connaissaient un petit peu le sujet savaient dès le départ que c'était complètement faux, que ça n'aurait pas cet effet. Là-dessus, vient de sortir, et je peux que vous le recommander, un ouvrage de la sociologue Annabelle Allouche et d'une de ses collègues juristes dont j'ai oublié le nom, sur Parcoursup, qui s'appelle Contester Parcoursup. Et Annabelle Allouche, c'est aussi une excellente sociologue sur toutes les questions d'excellence et de mérite. Et elle montre, et ça va nous faire le lien avec les prépas, comment cette croyance en le mérite, en l'excellence, est une façon de faire accepter et de faire tolérer les injustices sociales sur lesquelles repose toujours et encore notre système scolaire. Et ça va m'amener à prendre une position extrêmement clivante et peu appréciée sur les classes préparatoires. Dans l'état actuel des choses, le système des classes préparatoires, il est profondément injuste. Et si l'objectif, c'est l'égalité des chances entre l'ensemble des élèves, quel que soit leur milieu social, les prépas, ça marche pas. Je sais qu'on voudrait et qu'on le défend à plein d'endroits, et je ne dis pas qu'il n'y a pas une prépa. Enfin, il existe des classes préparatoires qui, oui, accueillent des élèves qui viennent des classes populaires, etc. Mais globalement et en tant que système, ça marche pas. C'est pas juste finalement. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le système de prépa, mais l'écart d'investissement qui est mis entre un jeune qui est en prépa et un jeune qui est à la fac,
fait que la situation est juste trop injuste, en fait. Et en fait, c'est exactement le même système de prenons-en quelques-uns, mettons tout sur eux et essayons d'élever cette minorité-là. C'est pas comme ça qu'on ouvrira, comme on le disait tout à l'heure, et qu'on arrivera vers justement un recrutement social plus diversifié. Est-ce qu'il y a On dit que c'était clivant. Est-ce qu'il y a d'autres... Je peux dire quelque chose dans ce cas-là. Je suis globalement d'accord avec toi. Oui. Je pense que Parcoursup, ou même le système précédent, a accru un petit peu les inégalités en faisant mine de tout offrir à tout le monde. Tout est ouvert, allez-y, candidatez. Sauf qu'il faut savoir pour le faire, il faut comprendre. Si on veut monter à Paris, il faut avoir les moyens. Est-ce qu'on envoie sa fille de 15 ans ou 16 ans à Paris non plus? Ça a accru, je pense, les inégalités de genre en quelque sorte. Et très clairement, ça n'a pas arrangé la situation pour les inégalités de classe sociale. Quand on a tant d'informations et on n'a aucune idée de comment faire le choix, parce qu'on n'a pas la connaissance familiale ou autour de soi pour aider, c'est pire qu'avant. Quelque part, on ne faut pas dire toujours que c'était mieux avant, mais je suis pas sûre. Enfin, je sais pas si c'était leur but, mais en tout cas, c'est vraiment raté. En tout cas, je pense que ça, c'est sûr. Une dernière question, est-ce qu'il y a? Oui. Alors, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'études sur le problème qu'on a abordé aujourd'hui, faites par les sociologues, les économistes, les sciences de l'éducation ou encore philosophie, éthique. Mais un des grands absents pour moi, c'est les didacticiens des mathématiques. Et je voulais savoir si vous avez pu rencontrer des didacticiens et collaborer avec eux sur ce thème. Alors non, je n'ai pas rencontré de didacticiens et didacticiennes des mathématiques. Je regrette, je pense qu'effectivement, ça serait très intéressant d'avoir des collaborations. Alors, au-delà même des maths, la collaboration entre didactique et sociologie est très compliquée. Il y a même des livres entiers qui ont été écrits pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à collaborer. Il y a plein de raisons, mais il y a disons que l'organisation actuelle de l'université est extrêmement défavorable à la didactique. Enfin, je pense que vous le savez si vous vous posez la question, notamment en mathématiques, où c'est vraiment... en fait, si on voit l'université comme une institution où il y a énormément de jeux de pouvoir, les didacticiens et les didacticiennes ont clairement perdu la bataille, comme les sociologues d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est pas... donc ça entrave beaucoup les possibilités de cohabitation. Je dirais qu'une des grandes difficultés qui existent actuellement pour travailler la sociologie et la didactique en même temps, c'est qu'on s'est ultra spécialisé, si bien que les deux approches sont parfois incompatibles sur plein de points. Et si je schématise vraiment, les sociologues vont reprocher à la didactique de pas du tout prendre en compte la matérialité sociale et l'expérience sociale des apprenants et des apprenantes. Et donc typiquement, qu'est-ce que ça fait, comme on le disait tout à l'heure, de grandir dans une famille où il n'y a pas de pratiques culturelles scientifiques, où il n'y a pas de ressources? Quel impact ça a sur les apprentissages? C'est quelque chose qui est rarement considéré en didactique. Et du côté de la didactique, on reproche à juste titre aux sociologues de pas du tout aller dans le détail de comment se transmettent concrètement les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire et les connaissances. Donc il y a vraiment une scission qui persiste. Je n'ai pas du tout réussi à la résoudre à titre personnel. Pour l'instant, je pense que j'arrive pas à réunir les conditions pour travailler, d'autant que, étant moi-même concernée par la situation actuelle à l'université, je ne suis pas chercheuse à l'université publique, parce qu'il n'y avait pas de poste pour moi. Et donc, je suis chercheuse dans une entreprise, donc ça complique encore plus ce genre de collaboration aussi. Peut-être que Isabelle complétera, mais il y a aussi une place vraiment très, 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 très compliquée et défavorable de la didactique des maths dans le champ mathématique, qui fait que ça entrave complètement ça. Mais je pense que ça manque et que effectivement, moi c'est aussi... il y a quelque chose sur lequel j'aurais voulu aller plus loin avec le livre, ça serait ça, parce qu'il y a des problèmes de mathématiques dans le livre. Et là, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin en intégrant de la didactique des maths pour que les problèmes soient représentatifs de ce que pourraient être des mathématiques plus inclusives, qui prennent en compte les dynamiques d'apprentissage et ces dynamiques d'apprentissage au prisme du genre et de la classe sociale. Voilà, peut-être le projet des 10 prochaines années et livre suivant. Super idée de compléter les exercices comme ça. Alors effectivement, on a parlé sociaux et didactiques. Du côté des maths, c'est très variable suivant les endroits.
Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de clivage entre les mathématiciens, mathématiciennes qui font de la recherche en maths et puis les didacticiens, didacticiennes. Où, bon, j'ai de la chance d'être dans un labo, en tout cas à Paris-Cité, où il y a un IREM, donc un institut, maintenant IREMS même, Institut de la recherche en enseignement mathématique, qui est très bien intégré dans le département, que je sache en tout cas. Donc les relations sont assez fluides, mais c'est vrai que c'est quand même deux domaines un petit peu différents. Et moi, j'ai jamais fait, enfin, je vais peut-être le faire d'ailleurs bientôt, mais pour l'instant, j'ai jamais collaboré avec des didacticiens, et c'est sûrement pas bien, mais parce que je suis plutôt du côté recherche, et quand je fais mon enseignement, j'enseigne, effectivement, c'est mal, mais sans discuter trop avec les personnes qui font la didactique. Donc il y a un clivage qui est plus ou moins présent suivant les départements, et c'est dommage, les gens ne se parlent pas trop. Plus de questions. C'était les dernières questions. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous tous. Et puis, Merci. je vous invite tous.